Avec Michel Gerbaldi. Michel Gerbaldi travaille à l'IAP depuis de nombreuses années, n'est-ce pas Michel? Elle est enseignante-chercheur honoraire à l'IAP et a enseigné de longues années à l'université de Paris-Sud-Orsay. Et Michel est spécialiste de physique stellaire. Elle a donc ainsi observé dans de nombreux observatoires dans tout le monde entier une quantité phénoménale d'étoiles de toutes sortes. Alors, elle a aussi passé une grande partie de son temps à former les enseignants du secondaire, des lycées, pour l'astrophysique. Et cet après-midi, elle va vous proposer d'effectuer une observation à distance et en direct grâce à des télescopes robotiques. C'est pour ça qu'on était un petit peu pris par le temps parce que Michel a fait des réservations à l'avance sur des télescopes de l'hémisphère sud. Michel, tu as la parole. Merci Elisabeth. Bonjour, plutôt presque bonsoir. Donc, est-ce qu'il est possible, maintenant, on va redescendre sur Terre, après avoir exploré le spatial dans différentes longueurs d'onde, y compris avec des neutrinos, est-ce que l'on peut observer avec un télescope, pendant que nous sommes encore éclairés par le Soleil, mais évidemment, ce télescope, il faudra qu'il soit à distance. Souvent à Paris, la météo est celle-ci, et évidemment, on aimerait mieux être là-bas. Là-bas, où le temps est beau, où on est près d'un télescope et où bientôt la nuit s'annonce et où bientôt on va observer. C'est possible, bien sûr, en utilisant un réseau de télescopes robotiques. Nous les voyons ici. Nous avons ici une image de la Terre quasiment en ce moment, où on voit les zones terrestres où il fait jour. Nous sommes ici, bientôt la nuit va arriver. Déjà le crépuscule, mais on a toute cette partie est de la Terre où il fait nuit. Donc, il y a ici un réseau de télescopes commandables à distance, que l'on appelle robotiques, qui sont représentés par ces points rouges. Et le matin, par exemple, de chez moi, quasiment pendant le petit déjeuner, je peux parfaitement faire des observations avec un télescope qui est situé, mettons, aux USA, dans le Nouveau-Mexique, à condition que je choisisse un objet qui soit observable depuis l'hémisphère nord. Ce soir, eh bien, on va utiliser un réseau de télescopes, vous les voyez ici dans leur enclos, qui sont situés à Siding Spring, en Australie. Et la nuit est déjà bien avancée, on s'avance plutôt vers la fin de la nuit. Nous allons maintenant aller dans cet observatoire pour observer un objet de l'hémisphère sud. Nous y sommes, voilà, en direct. La page d'accès de ce réseau télescopique. Ce réseau télescopique donc est soit à Siding Spring, soit en Espagne, soit au Nouveau-Mexique, soit en Californie, mais évidemment pour des raisons évidentes, des raisons de nuit, car dans les autres régions il fait encore jour, nous nous dirigeons vers l'Australie. Plusieurs télescopes sont à notre disposition. Ces télescopes sont mis à disposition par une association qui s'appelle le e-télescope et on a accès avec, disons, un financement qui est relativement modéré puisque obtenir l'image d'un champ d'étoiles qui contient plusieurs étoiles ou bien des nébuleuses, voire même des galaxies, revient à peu près à 1,5 € grosso modo. Donc, c'est un réseau télescope qui est utilisé relativement abondamment, à la fois par des lycéens en phase terminale ou bien par des étudiants d'université en licence, grosso modo. Qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, on a sélectionné un télescope. C'est un télescope de 50 cm de diamètre, le voici, et du temps de télescope a été réservé pour la fête de la science. Voici le petit créneau pour aujourd'hui, samedi, mais n'oublions pas que minuit est passé en Australie et on est déjà lundi matin en Australie. Mais bon, donc ça veut dire que quand on fait des réservations de temps d'observation, il faut un petit peu réfléchir au décalage horaire à l'est et à l'ouest, sinon on peut facilement se tromper. Donc, j'ai fait une réservation de temps de télescope au nom de la fête de la science, bien évidemment,
et nous allons utiliser ce télescope pour observer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé dans la réservation? Eh bien, finalement, la réservation a été faite d'une manière quasiment similaire à celle que font les astronomes professionnels, hormis la description du programme scientifique, puisque évidemment, là, on ne nous demande pas de faire une description du programme scientifique. On fait une réservation en précisant simplement quel est le nom de l'objet et plus exactement quelles sont les coordonnées de l'objet que l'on va chercher à observer. Alors, il faut avoir un petit peu compris comment les coordonnées d'un objet sont données et fonctionnent. On va le voir très très brièvement tout à l'heure, après les observations en direct. Et ensuite, je vais préciser le temps de pause. Vous savez, préciser le temps de pause, c'est un petit peu ce que je fais quand je cherche à prendre une photo avec un appareil photo. Et puis, je vais aussi donner le nom du filtre que je vais utiliser. Parce que je ne cherche pas à observer le rayonnement, je ne cherche pas à collecter les photons qui viennent de tout le domaine spectral, je vais chercher à sélectionner un domaine spectral en fonction de mes priorités astrophysiques. Et on reviendra sur cet aspect tout à l'heure. Donc, je vais préciser dans quel domaine de longueur d'onde je veux observer, tout en étant dans le visible, car il s'agit de télescopes au sol, dans le visible, ils ne sont pas refroidis pour travailler dans l'infrarouge. Ils ne sont pas équipés par des détecteurs infrarouges. Donc, le télescope, quelle que soit la taille du télescope, fonctionnera toujours de la même façon avant de faire un cliché, avant de prendre une image astrophysique. Le télescope va d'abord faire le foyer. Le foyer, de la même façon, quand je cherche à prendre une photo, je vais tourner les bagues pour ajuster au mieux que je peux le pointage, l'image fine du télescope. Donc, pas de problème, c'est ce que je vais faire. Ensuite, le télescope, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le télescope, il va faire un deuxième mode de fonctionnement. Il va chercher à reconnaître, à être sûr qu'il pointe bien dans la bonne direction de l'objet que je veux observer. C'est-à-dire, il va viser que le champ d'étoiles que je observe est le bon. Donc, de ce côté-là, je vais dire pas de problème, le télescope va reconnaître, et on va voir comment ça se passe, le télescope, reconnaître le champ d'étoiles. Donc, ce sont des méthodes, voilà. L'observation vient juste de commencer. Alors, on verra en détail tout à l'heure ce qui se passe sur l'écran. Toutes les étapes sont indiquées sur l'écran. Et le télescope commence, bon, il a ouvert le shutter du détecteur, et puis il cherche à faire le foyer. Alors il lit quelques paramètres, les paramètres de température, etc. Il regarde quel était le foyer précédemment fait, et il dit « je vais pointer vers l'objet NGC 2070 ». C'est une nébuleuse dont on verra l'image tout à l'heure. Certes, il commence à pointer dans la direction et il a utilisé ici le foyer qui a été fait très très rapidement parce qu'il y avait juste une observation qui était faite avant que nous utilisions le télescope. Donc, il estime que le foyer, excusez-moi, j'ai baissé un peu vite, il estime que le foyer est un tout petit peu et très correctement fait. Il le dit. On verra tout à l'heure un foyer un petit peu plus compliqué à faire. Très bien. Donc, il pointe vers l'objet, ici. C'est extrêmement rapide, hein, ça prend 2-3 minutes. C'est extrêmement rapide. C'est aussi rapide qu'avec un télescope professionnel, tout simplement parce qu'on a atteint maintenant des grandes qualités au niveau informatique, au niveau codage de programmes, qui permettent de pointer très rapidement et de reconnaître le champ et de faire l'observation. Donc, l'objet a été pointé, le champ a été identifié.
C'est-à-dire que le télescope a regardé et identifié ce qu'il voyait, la même chose que ce que je fais quand je prends une photo. Je veux viser la lampe qui est là-bas, je vais la mettre au centre du champ. Le télescope va agir de la même manière. Et ensuite, eh bien, il expose. J'ai demandé une exposition de 5 minutes, donc on voit l'exposition commence et elle va durer 5 minutes. Qu'est-ce que je vois par ailleurs? Eh bien, par un fisheye, c'est-à-dire un objectif grand champ, il y a une photographie du ciel qui est au-dessus de cet observatoire. Alors, vous reconnaissez peut-être ici une figure classique qui est Orion. On est dans l'hémisphère sud et Orion est relativement haut, au-dessus de l'horizon. L'horizon est simplement symbolisé par ce rond ici. Et la petite coupole que je vois ici, c'est simplement le toit de ce hangar qui vient recouvrir les télescopes durant la journée, qu'on a brièvement vu sur une photo précédemment et qu'on pourra revoir, qui est simplement sur la photo. Et puis là, j'ai deux petites taches qui peuvent ressembler à des nuages, qui ne sont pas des nuages appartenant à l'atmosphère terrestre, ce sont des petites galaxies naines, au voisinage de notre galaxie, la Voie lactée, qu'on appelle le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan. On aura tout petit peu l'occasion de revenir sur ceci tout à l'heure. Donc, l'exposition commence. Qu'est-ce que je vois sur ce panneau ici? Je vois tout simplement les coordonnées de l'objet que j'ai pointé, coordonnées qui sont relativement similaires à longitude et latitude sur Terre, pour un objet, une ville, ou peu importe quel est l'objet qui est situé sur Terre. Et je vois que je fais une observation avec un filtre, symbolisé par la lettre R pour raide ou rouge. Je ne vais collecter sur cette image que les photons qui correspondent à la couleur rouge pour l'œil, ou plus exactement qui sont dans une longueur d'onde autour de 600-700 nanomètres. Pourquoi cela? On va le découvrir tout à l'heure. Donc, l'exposition se déroule. Et à la fin de l'exposition, j'aurai accès immédiatement à une vue de l'image, une image qui n'est pas calibrée, c'est-à-dire que les données n'ont pas été transformées en flux, comme on doit le faire et comme c'est fait dans une analyse détaillée de l'image, mais ça me permet déjà de me rendre compte, d'avoir un premier aspect de ce qui se passe et on est toujours anxieux quand on est astronome de regarder immédiatement qu'est-ce qu'on a obtenu, est-ce qu'il y a un phénomène nouveau qui apparaît sur cette image, surtout lorsqu'on s'intéresse à des objets variables par exemple. Donc vraiment la première image que l'on obtient est toujours un moment impressionnant, quel que soit le télescope qu'on utilise, même si c'est un petit télescope ou bien si c'est un VLT, un télescope de 8 mètres de diamètre, et encore plus peut-être avec un télescope spatial. Alors, ces différentes phases de foyer et de reconnaissance du champ, on va un tout petit peu les détailler ultérieurement. Et surtout, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi avoir sélectionné un filtre rouge? Et pourquoi après avoir sélectionné un filtre bleu? Car il y a une deuxième image qui va être prise automatiquement, mais ensuite on va regarder le détail, on n'attendra pas que la pause sur le filtre bleu soit terminée. Pourquoi prendre des images dans des domaines de longueur d'onde différents? Eh bien, pour fabriquer une image en couleur. Alors vous allez ensuite vous poser la question, mais pourquoi prendre 3 images pour faire une photo en couleur, alors que si j'utilise mon téléphone portable, ou bien si j'utilise une caméra comme celle-ci, immédiatement, qu'est-ce que je vois sur mon écran? Une image en couleur. Pourquoi prendre 3 photos couleur? Eh bien, cela aussi, nous allons le voir très brièvement. Donc, ce réseau de télescopes, qui a donc une dizaine de télescopes à peu près entre ces 6 sites autour du monde, n'est pas unique. Donc voilà,
la pause, elle est finie, exposition terminée, vous voyez, c'est écrit ici, et immédiatement, une exposition suivante commence avec un autre filtre, un filtre dans le bleu, mais évidemment, il y a vérification du foyer qui est fait par le télescope. Et cette vérification du foyer pour passer du filtre rouge au filtre bleu nécessite quelques petites modifications. Ce n'est pas que le télescope, disons, subit des modifications thermiques, donc des contraintes mécaniques, c'est tout simplement parce que le trajet optique au travers du filtre bleu ou au travers du filtre rouge n'est pas la même et il faut faire une adaptation au niveau de la mise au point du télescope. Alors, regardons l'image qui a été obtenue. La voilà. C'est une nébuleuse. Bon, le nom, vous pouvez peut-être l'imaginer, la tarentule. Elle ressemble à cette fameuse araignée observable dans les hémisphères sud de la tarentule. Et c'est une image qui est prise dans le rouge. Et cet objet se trouve dans le nuage de Magellan. Alors, on va revenir avant d'attendre les 3 images pour faire une photo couleur et comprendre pourquoi il faut 3 images pour une photo couleur, on va revenir un tout petit peu plus dans le détail sur ce qui s'est passé avec le télescope. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé les événements suivants. Hop, excusez-moi. C'est bon. Donc voilà, la nuit arrive, temps réservé avec un télescope et le télescope pointe. Le télescope va pointer parce que j'ai fait une réservation de temps. Je donne donc le nom de l'objet, les coordonnées de l'objet et le filtre le filtre rouge dans lequel je veux travailler. Les coordonnées d'un objet en astronomie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour nous, observateurs, on ne voit pas les distances, on ne voit pas en 3D, parce que les objets sont trop loin. On a l'impression que tous les objets sont fixés finalement sur une sphère qui nous entourerait, que l'on appelle sphère céleste. Et cette sphère céleste, on peut la quadriller comme la Terre, de manière à définir des coordonnées équivalentes à celles sur Terre, longitude, latitude. On ne va pas prendre Greenwich comme point de repère pour ces coordonnées, parce que la Terre est en rotation sur elle-même, donc Greenwich, évidemment, ne peut pas servir de référence, puisque Greenwich balaye en quelque sorte cette sphère céleste. Alors, on a un autre objet à notre disposition, qui est le Soleil, et on choisit comme référence à la place de Greenwich la position du Soleil le 21 mars. C'est l'origine des coordonnées en l'équivalent de la latitude, que l'on appelle l'ascension droite, et la déclinaison est mesurée à partir de l'équateur, tout comme la latitude sur Terre. Mais autre point, si je pointe dans une direction donnée pendant 20 secondes, 30 secondes ou 3 heures, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir des traînées d'étoiles autour du pôle. Bon, cette image est prise dans le pôle sud et dans l'hémisphère sud, donc c'est le pôle sud qui est au centre et non pas le pôle nord. Pourquoi? Tout simplement parce que le télescope se trouve sur Terre, donc il est entraîné par le mouvement de rotation de la Terre autour de l'axe nord-sud. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une image qui ne soit pas une image floue? Il faut suivre l'étoile dans son déplacement. C'est tout à fait ce que font les photographes sportifs sur une moto. Quand ils suivent le Tour de France, eh bien, ils bougent l'appareil photo. Bon, quoique aujourd'hui, il y a des mécanismes qui permettent de faire ce mouvement, je ne dis pas quasiment automatiquement, mais presque. Donc, il y a un mouvement de rotation qui vise à compenser, sur le montage, sur la fourche du télescope, qui vise à compenser le mouvement de rotation de la Terre. Et
Pourquoi est-ce que l'on va faire des observations dans différentes longueurs d'onde? Eh bien, d'abord, pour un but astrophysique, observer à différentes couleurs ou à différentes longueurs d'onde va me permettre de collecter des informations sur des événements astrophysiques qui prédomine à cette longueur d'onde-là. Si j'observe des étoiles, je vais dire des petites étoiles par rapport au Soleil, qui sont beaucoup plus froides en surface que le Soleil, qui ont par exemple une température de surface, mettons, de 3000 degrés, alors que le Soleil, c'est globalement de 6000 degrés, eh bien, je vais plutôt observer dans le rouge. Si j'observe des étoiles beaucoup plus massives que le Soleil, qui émettent beaucoup plus de photons, qui ont un rayonnement beaucoup plus actif, beaucoup plus énergétique, à ce moment-là, je vais observer dans le bleu, voire même dans l'ultraviolet, ça serait l'idéal. Donc, tout comme pour faire le foyer, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais bouger très légèrement des pièces optiques du télescope. On voit sur ce schéma qui est ici, que la lumière des étoiles se réfléchit sur le miroir principal qui est positionné à cette position. Elle est ici, dans le fond du télescope. Puis, la forme de ce miroir est une forme, mettons, sphérique. Donc, au centre de cette sphère, eh bien, tous les photons convergent au foyer. Évidemment, le foyer qui est devant le télescope, je ne vais pas mettre ma tête devant le télescope pour regarder ce qui se passe, parce qu'à ce moment-là, j'occulte tout, même si j'ai un grand télescope. Donc, il y a ici un miroir secondaire qui renvoie le foyer derrière, c'est-à-dire dans cette direction-là, derrière le miroir primaire. Vous l'avez vu sur les images du JWST tout à l'heure montrées par Pierre. Et c'est donc ici que se trouve le CCD, c'est ici que se trouve la caméra qui va enregistrer l'image. Et comment est-ce que je fais la mise au point? Bon, vous avez vu un chemin optique que Pierre a montré tout à l'heure, il y a énormément de lentilles, c'est extrêmement complexe. Ici, c'est beaucoup plus simple et j'ai un petit moteur ici, pas à pas, qui me permet d'ajuster, de déplacer de quelques microns la position du miroir primaire de manière à ajuster au mieux le foyer. Donc, ce que vous avez vu tout à l'heure, et ça a été très très vite parce que ça dure à peine 1 minute, comment le foyer est fait? Eh bien, le télescope observe en général au zénith, c'est-à-dire à peu près au-dessus du télescope, une position verticale. Il cherche 1 ou 2 étoiles brillantes, il cherche l'étoile la plus brillante du coin, et il va utiliser cette étoile pour faire le foyer du télescope, et faire le foyer du télescope, cela veut dire avoir une image la plus concentrée, la plus fine possible. Bon, Pierre a montré tout à l'heure des formes de diffraction d'images qui sont classiques en images données par un télescope. Ici, qu'est-ce que l'on cherche? Eh bien, on cherche à avoir l'image la plus fine possible. Tout comme en photographie, je vais dire classique, si l'image est floue, si l'image est étalée, elle n'est pas nette. On cherche à avoir une image la plus fine, la plus détaillée possible. Eh bien, on fait la même chose, on cherche ici à avoir une toute petite image, c'est-à-dire que tous les photons venant de cette eau-là soient concentrés au même endroit et ne soient pas étalés au-dessus du détecteur. Donc, une fois que ceci a été obtenu, c'est-à-dire que l'on a bien positionné miroir principal par rapport au miroir secondaire pour avoir un foyer correct, eh bien, le système nous l'a dit, autofocus fini, et à ce moment-là, pointons vers l'objet à observer. Alors bon, c'est écrit en anglais puisque ce sont des télescopes qui peuvent être utilisés par tout le monde, dans le monde entier, donc la langue de référence est l'anglais.
Maintenant, la deuxième étape à faire avant de prendre une image de l'objet que l'on voulait, c'est de vérifier que le télescope est bien orienté dans la bonne direction. Et pour ce faire, ici encore, on fait une photo du champ vers lequel pointe le télescope. Alors vous reconnaissez Orion qui est ici, puisque bon voilà, c'est l'image au moment où j'ai fait cette observation-là qui est venue. Et qu'est-ce que le télescope fait? Le télescope prend une image, un programme qui est associé au télescope analyse l'image en temps réel de quelques fractions de seconde, identifie les étoiles, trouve les coordonnées de ces étoiles et les compare à un catalogue. Donc ici, il a trouvé 1000 et quelques étoiles, non pas 1000, c'était simplement 485 dans ce champ. Bon, on ne les voit pas toutes parce que la pause a été courte, 495 étoiles, et il a été content parce qu'il en a trouvé 71 dans le catalogue qui l'a comparé, et 71, c'était largement suffisant pour dire « Ok, je suis dans la bonne direction ». Et ceci a pris encore 1 minute et demie. C'est extrêmement rapide parce que ce type de mode de fonctionnement des télescopes ne date pas de 2020. Il a démarré très largement dans les années 1980-1990. On commençait déjà dans les observatoires professionnels à fonctionner de cette manière-là. Donc, l'observation peut commencer. Allons-y, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Start exposure, l'exposition commence. Et puis, 5 minutes après, puisque le temps de pause qui avait été choisi ici était de 5 minutes, l'exposition est finie. Le fichier de l'image est sauvé avec une référence, voilà. Et puis, on me dit, dans cette observation que j'avais faite qui comprenait un seul filtre, donc le filtre R, que tout est terminé et que le télescope est parqué, il est rangé en position de sécurité en attendant d'autres observations par d'autres personnes qui ont réservé du temps. Donc, qu'est-ce qui a été fait les jours précédents avant, évidemment, ce soir? 3 images ont été prises de la même nébuleuse, l'une au travers d'un filtre rouge, une seconde au travers d'un filtre centré sur le vert, c'est vers 500 nanomètres, et une troisième sur le filtre bleu. Et vous voyez que ces 3 images sont très différentes, extrêmement différentes, et cela ne résulte pas d'un temps de pause ou d'un effet factuel, je veux dire. L'image bleue semble très petite, et puis j'ai l'impression autour là qu'il y a très peu d'étoiles par rapport à l'image rouge. Et là, peut-être vous vous souvenez, peut-être avez-vous suivi la conférence de Pierre précédente où vous avez vu les piliers de la création, entre guillemets, dans le visible et dans l'infrarouge. On était beaucoup plus loin dans le rouge que le filtre qui est ici. Et on voyait, effectivement, Pierre disait, mais on est transparent. Le rouge, l'infrarouge est transparent, effectivement. C'est ce que l'on voit ici, les étoiles qui sont même derrière cette nébuleuse, on les voit, alors que dans le bleu, eh bien, les photons bleus des étoiles qui sont derrière cette nébuleuse n'arrivent pas à traverser le gaz qui est ici présent, qui n'est pas visible à la longueur d'onde bleue, mais qui néanmoins est présent. Donc, le vert, c'est un petit peu intermédiaire. Si je mélange ces 3 images en utilisant, par exemple, Photoshop, eh bien, voici ce que j'obtiens. Une image en couleur où la région centrale est un tout petit peu saturée parce que la calibration n'a pas été faite au top niveau, si je peux dire, mais tout autour, vous voyez, vous retrouvez bien cette grande nébuleuse qui est rouge. Alors, globalement, pourquoi est-ce que j'ai cette couleur rougeâtre ici? Tout simplement parce que, en fait, entre les étoiles, ce n'est pas du vide. Ici, j'ai eu un énorme nuage moléculaire dont l'équilibre a été perturbé par un environnement, par peut-être des explosions supernovées d'étoiles très massives arrivées en fin de vie, qui ont créé une onde de choc. Le nuage moléculaire s'est effondré et en de nombreuses zones, ici et là, de nouvelles étoiles se sont formées, des étoiles très massives qui émettent un rayonnement très riche en photons dans l'ultraviolet et dans le bleu, qui vont alors ioniser le gaz qui compose
compose cette nébuleuse, gaz à 80% environ d'hydrogène, puisque c'est la composition globale, je vais dire, de l'univers, du gaz, 80% d'hydrogène, de l'hélium, on va dire, mettons, 18%, et puis tout ce qui reste, c'est tous les autres éléments. Et c'est ce gaz qui rayonne dans le rouge au niveau, c'est une raie appelée H-alpha, 650 nanomètres environ, tout simplement parce que les atomes d'hydrogène sont excités par ces photons et par les ondes de choc qui viennent de cette zone très violente en termes de formation d'étoiles très massives, où il se passe des événements physiques très intéressants. Et ce gaz, donc, il est ionisé, donc l'hydrogène perd un électron, mais qui va se recombiner, et en se recombinant en cascade de niveau en niveau, dans le domaine du visible, qui est celui que j'observe avec ce filtre, eh bien, le rayonnement, c'est un rayonnement dans le rouge qui est observé. Alors, un traitement un peu plus raffiné de ces trois images permet de retrouver un petit peu dans certaines zones des détails de couleur entre guillemets qui permettent de comprendre pourquoi ici j'aurais plus de vert et ici c'est un peu plus bleuté, parce qu'ici j'ai énormément d'étoiles chaudes qui émettent énormément dans le bleu. Pourquoi est-ce que j'ai choisi trois domaines de longueur d'onde, un bleu, un vert, un rouge? Bien, c'est une très longue histoire qui est liée à la compréhension du fonctionnement de notre œil et de la vision. Et tout a commencé, enfin, depuis très très longtemps, mais bon, on va reculer de 200 ans à peu près. Et c'est Thomas Young qui, dès 1802, a postulé la trivariance visuelle, c'est-à-dire que finalement, l'œil ne perçoit que trois couleurs parce que la rétine contient seulement trois types de cellules réceptrices. Bien sûr, cela a engendré énormément de travaux. Je ne cite que celui de Van Helmholtz en 1856, avec la publication d'un manuel d'optique physiologique, où il montre qu'il y a trois couleurs fondamentales, le rouge, le vert, le violet et le bleu, à partir desquelles, en les combinant de manière différente, en jouant sur leurs intensités relatives, en jouant sur la saturation, sur la teinte, etc., on peut reproduire tout ce que tous les détails colorés que notre œil voit et apprécie. Et effectivement, le système visuel, la rétine, est composé ici sous l'épithélium de cônes et de bâtonnets. Les bâtonnets, les cônes sont des récepteurs. Il y a trois types de récepteurs de cônes à trois domaines de couleurs ou de longueur d'onde différentes, le bleu, le vert, le rouge, qui sont dessinés ici. Et il y a aussi les cônes qui sont très grands. Il y a ici, excusez-moi, les bâtonnets qui sont très grands, qui ne sont pas colorés, car ils fonctionnent la nuit ou quand nous sommes dans un milieu où l'éclairage est très faible, et ils nous permettent de voir dans des intensités très faibles de luminosité. La sensibilité relative des cônes et des bâtonnets peut être représentée par ce schéma. Nous avons donc ici une sensibilité de ces types de cônes qui est dans le bleu. Voici à peu près tout le domaine spectral couvert. Les cônes du rouge, et dans le vert, vous voyez que notre sensibilité est beaucoup, beaucoup plus grande et est extrêmement étendue. Quant aux bâtonnets, eh bien, leur sensibilité couvre, on va dire, tout le domaine du visible. Bon, on appelle domaine du visible le domaine de sensibilité en longueur d'onde, ou bien on va dire en couleur, qui correspond à nos yeux. Il fallait le prouver. Il fallait prouver qu'une photo en couleur pouvait être représentée par trois photos, l'une dans le rouge, une dans le vert et une dans le bleu. Eh bien, la démonstration, elle a été faite par Maxwell en 1861. Alors, bon, étant écossais, il a choisi comme objet d'étude le ruban d'un tartan et il a fait trois photos. Il a fait trois photos en noir et blanc, mais prises de ce tartan en interposant première fois un filtre rouge, seconde photo un filtre vert et troisième photo un filtre bleu. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait trois négatifs noir et blanc, comme on a vu pour la nébuleuse tout à l'heure. Ces négatifs, il les a inversés pour obtenir des positifs, comme on avait autrefois dans les diapositives,
Et à l'Académie des sciences de Londres, en 1861, il a utilisé 3 lanternes. Chaque lanterne était munie d'un filtre rouge, bleu ou vert. Et derrière ce filtre, il y avait ce négatif qui avait été inversé, qui avait été pris évidemment par le filtre correspondant. Et les 3 images étaient projetées au même point sur l'écran. Et qu'est-ce que les collègues de Maxwell ont vu? Eh bien, ils ont vu cette photo couleur du tartan. Donc, c'était vraiment la première expérience qui a prouvé que pour obtenir une photographie en couleur, eh bien, il suffit de faire 3 photos, une en rouge, dans le vert et dans le bleu. Donc, en fait, 3 photos sont nécessaires pour faire une photo couleur. Et bon, c'est ce que l'on fait dans les observatoires professionnels. Quand on veut produire une photo couleur, quand on parle de photo couleur, telle que je le fais maintenant, on veut dire par là une photo qui correspond à ce que notre œil aurait vu s'il avait la sensibilité nécessaire. Bon, la tarentule, même si je mets mon œil à un grand télescope, je ne verrai rien. Ou je verrai une espèce de tache grise, rien du tout. Je ne verrai jamais des couleurs parce que mon œil n'est pas assez sensible, tout simplement, c'est tout. Mon œil ne fait pas des temps de pause, malheureusement. Enfin bon, voilà. Notre œil ne fait pas des temps de pause. Donc, quand on veut produire pour des effets de publicité ou pour autres, ce qu'on appelle des photocouleurs en astronomie, bon, on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut dire à propos de photocouleurs, eh bien, basiquement, on a ces 3 photos qu'on mélange, qu'on calibre très correctement, qu'on mélange, et on obtient ceci. Alors, vous allez me dire, mais moi, je fais des photos couleurs avec mon téléphone portable. Je fais comment? Je ne fais pas 3 photos, quand même, j'en fais qu'une. Et puis, j'utilise un appareil photo, c'est pareil, j'en fais qu'une photo. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, le détecteur qui est derrière cet appareil-là ou n'importe quel grand télescope, c'est ce qu'on appelle un charge couple device, c'est en fait un pavage de photodiodes en silicium. Pourquoi le silicium? Parce qu'il est sensible à l'effet photoélectrique sous l'incidence de photons qui va lui donner de l'énergie. Eh bien, quelques électrons vont être libérés, ils vont produire un courant électrique, et si je mesure le courant électrique produit dans chacune de ces petites photodiodes, eh bien, tout simplement, en affichant sur l'écran de ce téléphone portable, si j'affiche sur l'écran l'intensité, je veux dire les intensités relatives de ces courants électriques produits dans chacun de ces petits pavés, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement une photo en couleur. Alors vous allez me dire, oui, j'ai une photo en couleur, mais bon, moi, ce que j'ai vu là, c'est des photos noir et blanc, parce que le mécanisme qui est là est le même dans les télescopes. Oui, mais l'astuce a été là, elle a été d'intégrer ces filtres bleus, verts et rouges à l'intérieur de ce téléphone portable. Alors, ils ont été intégrés de la manière suivante. Vous voyez ce qu'on appelle la matrice de Bayer. Bon, il y a d'autres façons de faire des photos de couleurs en astronomie, mais c'est la plus simple, la plus classique aussi. On a donc un pavage de 4 photodiodes. On a 2 verts parce que, vous vous souvenez, le vert, notre œil est beaucoup plus sensible au vert qu'au bleu ou qu'au rouge. Et ces 4 photodiodes, ces 4 pixels, sont combinés pour donner un point de l'image. C'est-à-dire que je prends 2 photos vertes, une rouge et une bleue en même temps, je les combine ensemble et j'ai mon point coloré. Alors, il faut une bonne calibration. Bon, vous savez tous probablement qu'en comparant des photos qu'on a selon la qualité, je vais dire, entre guillemets, du téléphone portable, il y a des différences de couleurs. Hein. Et bon, dans les appareils photo un petit peu raffinés, on peut calibrer, disons, la couleur, calibrer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du système. Alors ça veut dire la matrice de Bayer qui est devant ce CCD, où ici j'ai tous ces petits éléments, ces photodiodes sensibles aux photons. J'ai donc, au travers d'un filtre bleu, eh bien, je vais évidemment activer que ce qui est bleu. Au travers du filtre vert, je ne vais activer évidemment que ce qui est vert, et le rouge, simplement le rouge. L'objet que l'on a observé, finalement, où est-il ?
Parlons un tout petit peu de cet objet. Où est-il? Cet objet est dans le grand nuage de Magellan. Alors, cette photo, bon, c'était un tout petit peu une combinaison de photos qui a été faite au Chili, au VLT, au Paranal. Et on voit le ciel nocturne au Paranal à peu près en cette période de l'année, grosso modo, avec ces deux petites taches nuageuses. Et à l'œil nu, on a vraiment l'impression qu'il s'agit comme si c'était des cirrus dans le ciel. Bon, à l'œil nu, on ne voit pas de différence. Il s'agit en fait de galaxies proches de la nôtre, qui ont été découvertes et observées et mentionnées comme nébulosités dans le ciel déjà vers 980 par Al-Soufi, puisque quand on est au sud du Sahara, elles sont déjà visibles, ces deux petites galaxies voisines de la nôtre. Et puis, bon, Vasco de Gama les a certainement vues, c'est mentionné, et bon, c'est l'expédition de Magellan qui finalement leur a donné le nom de Grand Nuage de Magellan et Petit Nuage de Magellan. Il s'agit en fait de galaxies on va dire naines. Point de vue masse, celle-ci c'est à peu près le 10e de la Voie lactée. Elle est située à peu près à 180 000 années de lumière, ce qui est relativement proche, sachant que ces dimensions, c'est simplement à peu près 10 000 années de lumière, alors que la nôtre en diamètre, si on pouvait la mesurer de l'extérieur, mais on connaît son extension quand même, fait à peu près 100 000 années de lumière. Ceci pour vous donner un ordre de grandeur de ces galaxies naines voisines de la nôtre. Et évidemment, cet objet, la tarentule, qui est un objet qui fait à peu près 1000 années de lumière. Alors, c'est difficile d'imaginer 1000 années de lumière, qu'est-ce que ça fait? Alors, on va faire quelque chose un peu différent. Imaginons que cet objet soit dans Orion. On a eu l'occasion un petit peu cet après-midi d'entendre parler d'Orion. Orion est pas très loin de nous. Orion est à peu près à 1500 années de lumière. Eh bien, pour nous, situés sur Terre, la dimension de cet objet, ce serait 60 fois le diamètre de la Lune. C'est-à-dire qu'en fait, il serait visible de plein jour, tellement c'est lumineux, c'est gigantesque. Et parfois, les astronomes ont appelé cette nébuleuse la pierre de Rosette des astronomes. Pourquoi la pierre de Rosette des astronomes? Tout simplement parce qu'il s'y passe tellement des phénomènes astrophysiques passionnants, intéressants, extraordinaires pour ceux qui s'intéressent à la physique stellaire, tout d'abord, que c'est un objet qui retient notre attention et pour lequel il y a eu énormément de publications. Alors, revenons un tout petit peu sur son histoire. C'est effectivement un énorme nuage moléculaire, un mélange de gaz et de molécules qui était en équilibre, dont l'équilibre a été perturbé, qui s'est effondré sur lui-même, et cet effondrement a provoqué des formations d'étoiles, et ce qui est très étonnant par rapport à ce qu'on observe dans notre galaxie, c'est que ce sont des petits amas d'étoiles extrêmement massives. Et ça, c'est la grosse différence avec ce que l'on peut observer dans notre galaxie, tout au moins maintenant. Et donc, certaines de ces étoiles ont des durées de vie très courtes, elles ont explosé en supernovae, et au moment de cette explosion qui a libéré une quantité énorme d'énergie, eh bien, il y a des ondes de choc qui se sont propagées au travers de la matière qui n'était pas condensée en étoiles et qui a créé ce rayonnement, cette excitation du gaz hydrogène qui est partout présent et qui a créé cette magnifique nébulosité dans le rouge quand on fait des photos dans le visible. Alors, photocouleur, très souvent, on pense photocouleur, ce que l'on voit, ce que l'on pourrait voir avec notre œil. Mais vous êtes certainement familier avec d'autres photos astronomiques, et en particulier, pourquoi pas celle-ci. Et on publie énormément de photos astronomiques en couleur, et on utilise la couleur pour représenter des images qui ont été prises à des longueurs d'onde très différentes.
Et ici, qu'est-ce que l'on a? La même région, la nébuleuse de Tarentule, mais qui a été observée dans 3 domaines par 3, satellites différents. En rayons X, elle a été observée par le télescope Chandra et vous voyez, toutes les zones bleues, ce sont des zones fortement émissives en rayons X. Pourquoi cela? Parce qu'ici, par exemple, je suis tout près de cet amas d'étoiles jaunes extrêmement massives qui émettent un flux dans le rayonnement ultraviolet, même le rayonnement X très intense, mais surtout, ces étoiles ont émis une onde de choc qui a ionisé au-delà du visible, de l'ultraviolet, jusque dans le domaine X, la région. C'est le cas ici. Cette image a été additionnée avec une image prise par Hubble dans le domaine optique, et c'est les zones vertes et les zones plus près de la région centrale où il y a aussi un amas d'étoiles jaunes extrêmement massives, peut-être 200 fois le Soleil, on n'en est pas sûr. Et dans le rouge, eh bien c'est toujours l'infrarouge, mais un infrarouge beaucoup plus lointain que celui que voit encore à peine notre œil à 800 nanomètres, peut-être un micron et encore. Eh bien ici, j'ai plusieurs phénomènes qui peuvent être observés. Il y a d'une part le rayonnement par l'hydrogène qui a été ionisé, mais il y a aussi de la poussière. Il y a encore énormément de poussière dans cette zone, et cette poussière, elle a été chauffée par toutes ces ondes de choc qui traversent ce milieu. Donc, j'ai ici encore une photo couleur, mais la signification des couleurs, évidemment, est complètement différente. Alors, les couleurs ont été choisies pour une représentation visuelle, je vais dire, agréable, sympathique. Parfois, en regardant une photo couleur, on voit des fois des détails qui sont percutants à l'œil, mais évidemment qui sont révélés ultérieurement par une analyse fine dans chacun de ces domaines. Alors, il peut être intéressant de comparer cette photo couleur prise par ces 3 satellites, Chandra, Hubble et Spitzer, j'ai oublié de vous donner son nom, le satellite dans l'infrarouge, par rapport à l'image que l'on avait obtenue au sol et qui est ici. Donc, on retrouve ici la région centrale qui est là, qui est une région très riche d'étoiles avec des ondes de choc qui se propagent dans toute la nébuleuse. Ici aussi, une région d'étoiles qui est très riche en étoiles très massives parce qu'on retrouve ce rayonnement X très intense, et puis d'autres zones qui évidemment n'apparaissaient pas sur cette observation dans le visible. Eh bien, peut-être que l'on va s'arrêter ici. Voici une nouvelle photo couleur de cette même jaune dans d'autres longueurs d'onde. Merci pour votre attention. Merci infiniment, Michel, pour ce passionnant exposé. Comme on le disait avec Karim, ça va rester en ligne. Et donc, c'est un exposé qui finira par vivre et perdurer, puisque les gens viendront le voir. Et donc, c'était tout à fait passionnant. Merci beaucoup. Peut-être, Karim, as-tu des questions à... Alors oui, j'ai quelques questions. D'abord, un commentaire général et un remerciement des internautes pour ton exposé extrêmement clair, extrêmement pédagogique. C'est vraiment fantastique. Et comme disait Elisabeth, c'est fantastique en plus de ça qu'il soit accessible à tous, parce que tu le fais, cet exposé en fait chaque année à la fête de la science, portes ouvertes, il est extrêmement apprécié. Et donc on est vraiment très content de pouvoir l'offrir à un public beaucoup plus large et beaucoup plus loin. Alors une première question... qui est peut-être un petit peu déprimante d'une certaine façon. Alors on a des images magnifiques aujourd'hui, mais on en voit de plus en plus de satellites dans l'espace autour de nous, en particulier les satellites Starlink. Est-ce qu'on aura encore cette qualité de ciel dans l'avenir, et est-ce que c'est un problème pour toi? Oui, c'est effectivement un grave problème. Et alors, Starlink heureusement, ne gêne pas toute la nuit.
Bon, ça c'est déjà un point positif, donc on peut se dire que, bon, en attendant, en ayant des télescopes dans des positions bien placées, on va éviter la perturbation de Starlink. Starlink est une catastrophe intégrale, absolument intégrale pour la qualité du ciel. Comment, alors, on ne peut rien faire, hein. Il y a eu des pétitions, mais ça n'a pas vraiment abouti, et même pas du tout. Qu'est-ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, physiquement sur Terre, hein, je ne parle pas du spatial, mais des télescopes au sol. On essaye de sauver des zones où le ciel nocturne est encore observable, le vrai ciel nocturne, où à l'œil nu, l'été, en France métropolitaine, on peut voir la Voie lactée vraiment. Alors, comment est-ce que l'on fait? C'est des parcs nationaux qui ont des statuts un petit peu particuliers. Il y en a un en France qui est grosso modo dans les Cévennes. D'autres sont en cours d'être installation, par exemple au Sénégal, à la frontière nord du Sénégal, au nord de Saint-Louis. Il y a une très grande zone qui est une zone humide. Alors bon, c'est pas là qu'on ira mettre des grands télescopes, mais c'est une zone qui est en train d'être créée en termes de protection du ciel nocturne. Le Chili, l'Observatoire du Chili, la CIA, quand le site a été sélectionné, donc vers 1960, eh bien, il y avait l'assurance que cette zone serait préservée de toute exploitation à ciel ouvert minière, car c'est un des problèmes au Chili d'exploitation du cuivre à ciel ouvert, qui engendre des poussières dans l'atmosphère, qui engendre aussi une luminosité parasite, malgré tout, puisqu'il y a des camps de base autour de ces mines. Donc, il y avait une garantie à l'époque de ciel préservé pour, disons, c'était 90 ans. Bon, c'est toujours valable sur un domaine large, mais c'est exact que l'observation au sol devient de plus en plus difficile par la pollution lumineuse. Alors, il y a beaucoup de groupes qui travaillent sur ça, en particulier pour inciter les municipalités à ne pas éclairer le ciel, ça ne sert à rien. Il suffit de mettre des sortes de coiffes au-dessus des lampadaires en ville, de manière à ce que les photons n'aillent pas polluer l'atmosphère. Mais c'est un problème très important. D'accord. J'ai pas d'autres questions des internautes, j'espère qu'il y en aura d'autres. Moi, j'en ai une petite. Tu fais aussi de la... tu formes aussi des enseignants, je crois me souvenir. Est-ce que tu leur présentes aussi l'utilisation de télescopes robotiques? Est-ce que des enseignants, parce que finalement on peut faire ça en pleine journée. Alors moi j'en connais ça à l'HP d'ailleurs, qui est très sympa aussi, mais là ils sont en Australie, il y en a d'autres ailleurs. Est-ce que n'importe qui peut utiliser ça? Est-ce que les enseignants peuvent utiliser ça? Est-ce que ce sont des choses qui sont faisables en classe? Tout à fait. Alors, le e-télescope que l'on a utilisé, donc c'est un télescope qui est géré par une société, une association, non-profit association. Mais il faut payer malgré tout pour y avoir accès, et grosso modo, le prix, ça revient à peu près à 1,5 € par cliché, hein, grosso modo. Bon. Donc, il suffit de s'inscrire, c'est très simple, mais ce n'est pas le seul. Il en existe un certain nombre. Alors, je ne vais pas tous les citer, je vais citer ces deux-là parce que c'est les plus importants. Le deuxième, c'est l'Ascumbres Observatory. L'Ascumbres Observatory, vous voyez les points, c'est aussi une NOG, une société, une association sans but lucratif. Et vous voyez ici, tous ces petits points, c'est la position des télescopes. Donc, il y en a beaucoup plus. Ils couvrent la Terre entière. Et il y a 23 télescopes, il y a une dizaine de télescopes qui ont 40 cm de diamètre, qui sont parfaitement adaptés à l'enseignement. Il y a quelques télescopes d'1 mètre de diamètre qui sont aussi utilisables par des chercheurs, qui sont d'excellente qualité optique. Et il y a 2 ou 3 télescopes de 2 mètres de diamètre, dont aux Canaries et aux USA, qui sont aussi utilisés, mais pour faire de la spectroscopie à un niveau beaucoup plus élevé. Alors, l'Ascumbres Observatory, il se trouve que j'enseigne aussi, disons, au niveau maintenant, après avoir géré les écoles, on va dire, un peu doctorales de l'Union astronomique internationale pour les pays en voie de développement, on a développé un programme maintenant au niveau lycée, au niveau fin d'études de lycée, donc bac, et surtout université les 3 premières années
de licence. Et on utilise ces télescopes de 40 cm par une demande de temps. Il y a un appel d'offres chaque année par l'Ascumbres Observatory, et un groupe de personnes ou des écoles peuvent soumettre un programme et on leur donne un nombre d'heures d'observation sur ces télescopes de 40 cm qui sont super pour faire de la photométrie, voire même faire des images, voire même aussi faire des images en couleur. Et le gros avantage, c'est que là, vous allez faire une demande de temps d'observation sur une période, par exemple, 24 heures. Et alors évidemment, en fonction de l'objet que vous allez sélectionner, ça sera soit les télescopes, on va dire, de l'hémisphère nord, soit ceux de l'hémisphère sud qui vont être utilisés, mais ces télescopes sont tous similaires. Donc peu importe là où votre observation sera faite, que ce soit au Chili, à Cerro Tololo, que ce soit en Afrique du Sud, au Ocean Observatory, ou que ce soit encore à Siding Spring au même endroit en Australie, vous êtes quasiment sûr que globalement, il ne va pas faire mauvais dans les 3 endroits, hémisphère nord, Afrique, Australie et Chili. Donc vous êtes quasiment sûr d'avoir votre observation. Donc là, vous n'allez pas faire votre observation en temps direct, mais mettons ce soir avec vos étudiants, vos élèves, vous demandez le temps d'observation et demain, vous avez le résultat qui arrive avec un lien et vous récupérez l'image. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Alors, disons qu'en France, on peut le faire aussi, mais ce n'est pas en temps direct, mais l'Observatoire de Haute-Provence met à disposition pour l'enseignement un télescope. Alors là, c'est un petit peu différent parce qu'il faut pouvoir être avec ses élèves le soir et piloter le télescope en début de nuit. Et ça, c'est une autre contrainte. C'est un très beau télescope aussi. Alors, pour finir là-dessus, justement, est-ce que tu peux donner quelques idées de petits projets qui sont faisables, par exemple, niveau lycée, avec les étudiants? Moi, j'ai plein d'idées parce que j'ai eu la chance, pas sur Iris, mais d'enseigner à l'OHP et de voir les projets qu'on peut faire à différents niveaux. Et je trouve très chouette. On a fait des transits, on a fait des observations, des belles images. Donc, transit d'exoplanètes pour observer des exoplanètes directement. Est-ce que tu peux donner des idées pour les gens qui seraient intéressés, pour les enseignants qui pourraient nous suivre, de projets intéressants? Les transits d'exoplanètes, c'est tout à fait faisable. Alors, il y a aussi autre chose qui est tout à fait faisable, et moi, c'est un thème que j'aime beaucoup, c'est parce qu'en classe terminale, on peut quasiment calculer la découverte d'une exoplanète. Ce qui a été publié par Kellos en 95 et Mayor et Kellos, c'est faisable en classe terminale. Donc, en fait, ce qu'on peut observer, c'est pour un système binaire spectroscopique qui a une période, mettons, de 0,8 jours, on peut l'observer grâce au Lascumbres Observatory. C'est observable en une nuit. On va récupérer 15 ou 20 observations. Bon, il y a des cadences qu'on met. Eh bien, on analyse les données et on a la courbe de lumière. On a la courbe de lumière. Donc, on peut la comparer avec ce qui a été publié. On peut voir si la période n'a pas changé, parce qu'il y a des effets de marée et la période change. Donc, les élèves, le groupe d'élèves, il peut le comparer à ce qui est publié, où se mettent leurs observations, etc. C'est tout à fait faisable. Mais bon, est-ce que ça rentre vraiment au niveau lycée, dans le cadre de l'enseignement? Je ne sais pas. Mais au niveau licence, absolument. Très clairement. C'est vraiment des projets enthousiasmants et c'est chouette de voir qu'on a parlé de JWST pour aller voir des exoplanètes et que finalement n'importe qui peut le faire en achetant un peu de temps sur ces télescopes. Ça, c'est vraiment enthousiasmant. Et même là, c'est gratuit. Lascumbres Observatory, si on fait une demande et si elle est acceptée, ils cherchent à se développer aussi de manière... Je crois qu'il est temps de conclure. Du coup, Elisabeth, je te laisse la parole. Oui, eh bien, merci encore beaucoup, Michel, pour cet extraordinaire exposé. Et ça donnera peut-être des idées aux personnes qui en sont encore là avec nous et qui pourront peut-être développer des observations, peut-être des enseignants ou des élèves de lycée ou de l'université. Le temps est terminé. Nous remercions.